OK. Est-ce que côté technique, moi je vois est-ce que vous voyez bien je tente un autre partage, de la présentation, ce qui me permettra de voir mieux le chat. C'est bon, vous la voyez? Oui, oui, oui. OK, et côté régie pour la partie, enfin, pour tous les pour la partie, c'est bon aussi? C'est bon, oui. Ça marche. OK, et ben c'est reparti. Donc là, vous voyez, il nous reste 1 heure à peu près avant, en gros, que je redonne la main, pour la conclusion. Donc on va aussi avoir un temps d'échange, donc n'hésitez pas à fourbir vos questions, vos remarques, vos points de désaccord, heu, puisque on va essayer de se donner encore un petit temps, normalement une quinzaine, peut-être même un peu plus de minutes pour discuter ensemble. Hem Alors maintenant, qu'on a eu, ce côté, justement introductif, enfin, de toute façon, tout ça, c'est une introduction, hein. Vous l'aurez compris, c'est une conférence introductive, il y a 1000 façons d'introduire la culture numérique, donc c'en est une, mais il y en a d'autres. Et donc là, la deuxième partie va s'intéresser à certains enjeux, en fait, du numérique, qui font que, justement, ce numérique, est culturel, enfin tout ce qui était rappelé, en introduction, qu'il est culturel, qu'il est sociologique, qu'il est social, qu'il est technique, qu'il est économique, et cetera. Et donc, pour conclure sur le fait que l'éducation numérique est un enjeu, un enjeu essentiel. Quelques enjeux, donc, on a un petit peu commencé par ça, hein, finalement, sur le fait que le numérique révolutionne notre rapport à l'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc ça, c'est ce qu'on a vu, l'information est accessible partout, tout le temps. Donc maintenant, c'est devenu, classique, mais ça va mieux en le rappelant, hein. Et une autre, transformation, importante, c'est que tout le monde peut créer de l'information et la diffuser largement. Ce qui fait que, on se retrouve avec le phénomène des fausses informations, de la haine en ligne, et cetera, qui sont des corollaires négatifs de cette, prise de pouvoir collective, que nous ont donné, les technologies numériques que j'ai citées en introduction. Alors, ce partout tout le temps, c'est, donc, symbolisé par le moteur de recherche. L'occasion de dire que, bah, le moteur de recherche, il est quand même en train de devenir un moteur de réponse, hein. C'est ce côté tout de suite, tout le temps, partout. Je tape la date de Marignan, j'ai même plus finalement besoin d'aller sur un site, Google me donne la réponse. Heu, Ça, c'est un phénomène que vous verrez de plus en plus, que Google, s'attache à vous donner, le plus possible la réponse, sans que vous ayez besoin, d'aller sur un site web. Ce qui commence à questionner sur la nature de Google. Est-ce que c'est toujours un moteur de recherche qui vous permet de trouver des sites web? Ce qui était sa fonction première. Et donc il y a beaucoup de sites web qui dépendent de Google pour, leur trafic, ce qui amène, énormément d'enjeux. Ou est-ce que Google, ne va pas finalement devenir petit à petit je parle de lui parce que c'est le géant de ce secteur, mais un apporteur de réponses, avec des immenses responsabilités et des immenses pouvoirs? Ce tout de suite, tout le temps, partout, donc c'est, bien sûr sur le smartphone, hein, que ce soit sur Android ou sur iOS. On voit bien que, on a cette capacité, de plein de manières différentes aujourd'hui, hein. Ça peut être d'interroger, une enceinte connectée, ça peut être de chercher, sur le moteur de recherche en direct, mais on a cette capacité à se renseigner tout le temps. Ce qui est aussi important, de comprendre avec Google, le moteur de recherche en général, mais encore une fois spécifiquement avec Google, c'est que les études montrent que 60 des utilisateurs cliquent sur les 3 premiers résultats. Ce qui montre bien que quand on quand on est, Google, et qu'on sait que l'algorithme de Google, est maintenant personnalisé en fonction de chacun de nous, il y a vraiment un effet, enfin une capacité à nous donner à voir le monde qui est simplement extraordinaire. Et donc là, il y a peut-être des rappels éducatifs simples, sur le fait de rappeler aux gens qu'en fait, il faut être curieux, et sortir de nos propres biais à nous, hein, qui sont que je vais évoquer après, mais qui sont, entre autres d'aller au premier résultat qu'on trouve, et ça, pour le coup, c'est intéressant par rapport même à la fonction et à la transformation qu'il y a eu entre, un rapport, plus, justement bibliothèque au savoir,
avec cette manière de classifier l'information et d'avoir accès à des intermédiaires comme vous, hein, comme les bibliothécaires, pour accéder à cette information. Et là, cette nouvelle infomédiation, on parle d'infomédiaire parce que c'est un intermédiaire de l'information qui a tendance à rapetisser de plus en plus, malheureusement, le trou de la serrure par laquelle on voit le monde, quoi. Donc, un enjeu par rapport à cet accès à l'information, avec par contre des choses très intéressantes, hein, l'émergence d'une nouvelle manière d'accéder à la connaissance, hein. On sait que il y a énormément de vulgarisateurs qui touchent un très grand public. De manière générale, on a tendance, là encore, souvent à dire qu'il y a un niveau qui baisse ou quelque chose qui se perd avec le numérique, mais c'est oublier que l'avènement du numérique a vu l'avènement de la démocratisation de l'accès à l'éducation, et qu'on partait de très très loin d'un point de vue égalité scolaire, etc. Et qu'on est encore très loin, mais qu'on a quand même très largement progressé. Internet, ça a été aussi étudié comme étant un lieu de comment dire, un peu la deuxième école de ceux qui n'ont pas été scolaires. Donc ça, c'est notamment pour les classes populaires. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre de Dominique Pasquier, qui s'intitule Internet et les familles populaires, et qui explique que Internet, c'est vraiment l'endroit où les familles populaires se renseignent, par exemple, avant d'aller au rendez-vous avec l'enseignant pour un peu comprendre ce dont il va lui parler, ou alors quand le médecin leur a dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris, ou alors c'est le tuto bricolage, etc. Donc vraiment un accès à la connaissance, un accès aussi à une connaissance et à des vidéos politiques d'un autre type, hein, qui changent un petit peu de ce que font les médias traditionnels. Avec donc ces travers, et notamment donc cette émergence et cette réémergence, puisque là aussi la question de la complosphère, ce qui est un des grands enjeux, hein, aujourd'hui, c'est important de le rappeler, et les sociologues le font, que la complosphère n'a pas attendu les technologies numériques pour exister. Les complotistes, entre guillemets, existent depuis la nuit des temps, mais les complots existent depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, les personnes qui étudient les complotistes rappellent que s'il n'y avait pas de complot, il n'y aurait probablement pas de complotistes, mais il y a des complots. Dans le sens, voilà, ils font la différence d'ailleurs intéressante entre le complotisme et le conspirationnisme. Le côté, il y a vraiment une sorte d'organisation globale, etc. Mais le fait est que Internet donne une véritable caisse de résonance et de manière générale, on dit souvent que les technologies numériques agissent comme amplificateurs de phénomènes existants. Donc, de fait, cet élément de la complosphère peut effectivement atteindre des proportions importantes. Donc, qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais par exemple, des études récentes montrent que les jeunes ont tendance à beaucoup moins partager de fausses informations que des personnes plus âgées, et que ils en sont assez peu touchés. Donc ça, c'est aussi rassurant de voir qu'il n'y a pas de spécificité donc des jeunes et des gens, et donc une éducation qui est pour le coup plus en fonction de couches de la population qui sont plus ou moins réceptives à des discours, des discours alternatifs, et que c'est pas pour le coup une question générationnelle. Cette question d'accès à la connaissance généralisée, complète, etc., ça amène aussi à un enjeu important qui est la question de l'infobésité. C'est ce fait de crouler sous finalement les possibilités de s'instruire, de se divertir, entre voilà, toutes les plateformes de streaming, entre tout Wikipédia qu'il nous faudrait plusieurs vies pour lire, entre tous les sites de passionnés qui écrivent sur tel ou tel sujet, entre tous les sites d'actualité, en fait, et puis plus les réseaux sociaux, on croule en fait sous les sollicitations et sous les possibilités pour accéder à de la connaissance, qui amène à voilà, cet effet d'infobésité, cette difficulté à hiérarchiser, et qui, là encore, est un vrai sujet pour le coup d'éducation aux médias et à l'information. Un autre enjeu très, très intéressant et très important, c'est le fait que le numérique révolutionne notre rapport aux traces.
Donc ça, c'est très intéressant. C'est Louise Merzeau qui en parle, qui était une anthropologue, enfin, en tout cas, qui a étudié le numérique d'un point de vue anthropologique pour observer en fait à quel point il y avait eu une transformation en fait entre le projet politique initial de la conservation et de la création de traces. Hein. Donc, elle revient sur le fait que dans notre histoire, le fait de laisser des traces a toujours été une sorte de projet un peu, et puis de volonté existentielle, hein, de laisser trace. On pense un peu naturellement à Achille qui voulait absolument laisser sa trace enfin, pour accéder à une forme d'immortalité. Et donc, on sait que voilà, les projets, enfin, les projets de conservation sérieux, en fait, étaient un véritable projet politique, se faisaient souvent dans des royaumes en paix. Le nom de l'anthropologue, c'est Louise Merzeau, si c'était à moi qui était adressé. Et donc, voilà, cette conservation initiale de traces dans l'histoire, jusqu'à encore très récemment, faisait l'objet d'un véritable projet politique, demandait des moyens, demandait souvent d'être un petit peu en paix, d'être un peu tranquille, parce que voilà, quand on était en guerre, on avait en gros d'autres choses à faire. C'était souvent aussi parce que certains souverains étaient un petit peu plus éclairés que d'autres. Enfin bref, la, 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 la question des traces était un projet politique, et il y avait un objectif, en tout cas un souhait de traces. Jusque finalement, on revient au smartphone et à vraiment ce moment qui a fait basculer le monde en fait dans un tout autre paradigme en matière de traces, puisque avec largement enfin, largement à cause ou grâce, ou en tout cas par conséquence de l'arrivée du smartphone, on se retrouve aujourd'hui avec ce genre de graphique où toutes les secondes, enfin pardon, toutes les minutes en l'occurrence sur Internet sont générées 1 million de connexions Facebook, 4,5 millions de vidéos regardées, je ne vais pas tous les dire, mais 700 000 vidéos vues sur Netflix. Enfin, bref, donc vous comprenez que c'est énorme. Et donc cette question des traces qu'on laisse, vous voyez facilement qu'on est passé d'un paradigme à l'autre, de cette époque où le fait de garder trace était un véritable projet politique, une vraie complexité, une vraie problématique aussi. On se souvient de la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé, et donc on voit bien que les traces étaient quelque chose de fragile, et que là on est passé dans quelque chose de totalement différent, avec des traces qu'on peut qualifier de 3 types. Des traces volontaires, c'est le cas quand vous partagez une photo sur Instagram et que vous laissez une trace auprès de Facebook, la maison mère d'Instagram, que vous voulez déposer une photo sur et très souvent plusieurs centres de données au cas où l'un brûle, ce qui a été le cas de OVH récemment. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, qu'un centre de données à Strasbourg d'OVH a brûlé, et que pour le coup, beaucoup de données ont été perdues. Donc on voit bien aussi que la donnée numérique, elle n'est pas totalement... Enfin, ce n'est pas du tout infaillible. D'ailleurs, je vous en reparlerai après, parce que j'avais vu un article très intéressant sur la question des photos. Donc, il y a les premières traces, c'est celles qu'on laisse volontairement. Ensuite, il y a celles qu'on laisse pas trop volontairement. On est un peu piégé. Je pense notamment à ça. Je ne sais pas si j'imagine que vous en avez souvent, que vous en faites souvent de ces petits trucs-là. Est-ce que vous avez une idée de quelle entreprise est derrière ce CAPTCHA, ce reCAPTCHA, ce qu'on appelle? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui savent Pas du tout. Non? Non. Alors, Sylvain a dit Google, et en effet, c'est Google qui a racheté reCAPTCHA en, je sais plus, il y a une petite dizaine d'années, Rubik's Cube. Ça aurait pu. Et est-ce que vous avez remarqué un petit peu, parce que quand même on en fait souvent de ces trucs-là, hein, c'est de laisser, de faire des petits choix. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a toujours un peu un thème qui revient sur les photos qu'on nous demande de classifier? Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi voilà, c'est ça. Donc, alors je vois pas la fin, mais j'imagine que c'est Jean-Sébastien qui dit aider les robots à comprendre les images. Donc c'est tout à fait ça l'intention. Et c'est pas pour Google Maps, mais c'est pour la Google Car. Et oui, parce que quand on est des millions et des millions et des millions à tous les jours donner à Google quelques infos sur est-ce que ça c'est un piéton, effectivement, comme dit Martine, est-ce que ça c'est bien un feu rouge, est-ce que ça c'est un cycliste, est-ce que ça...
c'est une borne à incendie, etc. En fait, on éduque, nous aussi, là où vous voyez, on est aussi des éducateurs de robots et d'algorithmes et même d'intelligence artificielle qui ensuite progresse en fait. Et donc Google utilise cette technologie de reconnaissance d'images sur des outils grand public, et notamment si vous avez Google Photos, c'est ce qui permet maintenant à Google de trouver un chien, de trouver une personne, de trouver un objet. Mais aussi donc dans l'idée de développer des Google Cars. Et donc là, on voit bien qu'on est sur une trace qu'on laisse semi-volontairement. Et d'ailleurs, on pourrait étudier le fait que nous ne sommes pas rémunérés pour faire ça, alors que nous travaillons pour Google, qui, grâce à notre travail, améliore son algorithme d'intelligence artificielle. Et ça a été étudié par un autre sociologue, Antonio Casilli, qui a écrit un livre En attendant les robots, et qui disait qu'en fait, des humains comme ça qui travaillent pour éduquer des robots, il y en a plein. Donc là, vous voyez cet exemple du reCAPTCHA, c'est un exemple où c'est nous qui travaillons gratuitement pour Google pour améliorer son robot, mais en fait, c'est pareil sur plein de trucs. Quand vous êtes sur Google Search, donc Google Recherche, et que en fait, vous tapez plusieurs mots-clés, en fait, vous aidez vous aussi à améliorer l'algorithme de Google, parce que vous expliquez à Google que pour vous, en tout cas, il y a un lien. Alors, je suis désolé, j'ai toujours cet exemple en tête, mais c'est pas bien. C'est SNCF grève. Et en fait, à chaque fois que vous mettez ce genre de mots-clés côte à côte dans Google, vous contribuez à, à montrer à Google que en fait, les deux mots-clés sont très reliés. Donc, c'est tous ces petits exemples où en fait, on a ce que Antonio Casilli appelle le travail du clic. Nous, on n'est pas payé là pour le faire, mais il y a aussi dans des pays souvent plus pauvres que nous, beaucoup de travailleurs qui travaillent sur des plateformes, notamment celle d'Amazon, qui s'appelle l'Amazon Mechanical Turk, le Turc mécanique, et qui est une plateforme où, en gros, par exemple, Apple ou Amazon demandent à des gens d'écouter des enregistrements d'enceintes connectées pour en fait améliorer la reconnaissance audio de Siri, de Alexa pour Amazon, de Google pour la Google Home, etc. Donc ça, c'est des traces qu'on laisse semi-volontairement, tous ces trucs-là. Et après, il y a les traces qu'on laisse totalement involontairement. C'est celle-là où c'est quand même vraiment le plus grave. C'est toutes les traces qu'on laisse quand on est sur un navigateur, quand vous êtes sur un réseau social, et que finalement toutes les actions que vous faites, et combien de temps vous restez sur une vidéo, est-ce que vous restez sur le post de quelqu'un, est-ce que vous cliquez sur like, est-ce que tout ça, toutes ces traces sont sauvegardées. Vous n'avez pas demandé qu'elles le soient, mais elles le sont. Ça fait partie du modèle économique, et c'est ça qui crée en fait petit à petit ce que maintenant on commence à appeler de plus en plus le capitalisme de surveillance, puisqu'on parle bien de structures capitalistes dont le modèle économique repose sur votre surveillance et sur leur capacité en fait à vous proposer des publicités ciblées. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a aussi des traces qui sont utiles. C'est toujours pour rappeler qu'il y a quand même, là encore, d'un point de vue politique et d'un point de vue choix, aussi des traces très utiles pour le bien public, hein. Donc ça peut être, on peut créer des logiciels, des plateformes, des bases de données qui servent l'intérêt général. C'est le cas des open data souvent quand elles sont mises en place par des structures publiques. C'est le cas de certaines entreprises qui, par exemple, grâce aux données, fluidifient les flux de personnes, ou aident les collectivités à fluidifier les flux de personnes. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Parce que derrière, en fait, toutes ces traces se retrouvent en fait deux objectifs. Le premier, c'est de nous servir une publicité ciblée qui nous fait consommer et qui donc sert au modèle économique des plateformes, qui repose en tout cas sur ce modèle. Et derrière ça, il y a même un objectif, ou en tout cas un risque au moins aussi, voire encore plus important, c'est le fait d'arriver à nous manipuler, en fait, ou en tout cas, par exemple, on l'a vu avec le scandale Cambridge Analytica en 2015. Non, c'était un peu avant. Non. Ouais, c'était ça, 2015 ou 2007. Avec le scandale Cambridge Analytica, on a vu qu'une société se servait méthodiquement des données ultra ciblées qu'elle avait obtenues, des traces,
pour en fait manipuler les hésitants et les inciter à voter dans un cas pour Donald Trump et dans un autre cas pour le Brexit, en ayant une idée très fine de ce que, grâce aux traces laissées par les gens sur Internet, les gens pensaient, et lesquels étaient les plus susceptibles d'être incités à soit s'abstenir d'aller voter, soit aller voter pour le bon candidat. Un autre enjeu, c'est que le numérique amplifie nos biais cognitifs. Alors là, je vois que j'ai rien sur cette slide, donc je me dis que, à mon avis, effectivement, je vais devoir quand même changer de présentation. Ouais, parce qu'il y a des petits trucs qui sont partis, donc désolé, je vais repartager mon écran. C'est dommage parce que là, je voyais le chat. Et donc, sur les biais cognitifs, donc ça, c'est des choses qui commencent maintenant à être quand même beaucoup plus évoquées. C'est que, en fait, on a beaucoup de biais cognitifs. Donc là, pour le coup, c'est pas une nouveauté, encore une fois, du numérique, mais le numérique va pouvoir amplifier ces biais. Quels sont nos biais? Donc, pour en donner quelques-uns, par exemple, on a un biais de confirmation, ce qui fait que quand on a accès à plusieurs informations, on a tendance à être plus influencé ou aller plus spontanément vers l'information qui confirme nos croyances, qui confirme notre mode de pensée avec lequel on est le plus à l'aise. Donc, quand je vous parlais de Google, par exemple, qui a tendance à afficher qui affiche des résultats en fonction de des traces qu'on laisse et qu'il obtient de nous, on voit bien que, vu que lui, son objectif est qu'on soit efficace et qu'on clique sur les liens, parce que c'est un peu comme ça que son modèle fonctionne, il va avoir tendance à nous mettre plutôt des liens, en tout cas au moins dans les 10 premiers résultats, qui ont tendance à confirmer notre pensée. Donc pour un complotiste, un moteur de recherche comme Google doit avoir un tout autre sens que pour quelqu'un qui ne l'est pas, pour quelqu'un de gauche, pour quelqu'un de droite, pour quelqu'un de conservateur ou pour quelqu'un de progressiste, pour quelqu'un qui est très très artiste versus quelqu'un qui est très très analytique, etc. Il y a le biais de négativité, donc ça c'est beaucoup quelque chose qui influence les réseaux sociaux. C'est le fait qu'on est plus marqué, on a tendance à être plus marqué, plus intrigué, plus intéressé par les choses négatives, gore, violentes, agressives, radicales, etc. Et que donc ce sont c'est malheureusement quelque chose qui nous attire. On est plus influencé par quelque chose de négatif, par une critique négative que par une critique positive. Et globalement, c'est aussi pour ça qu'on est un peu déprimé. C'est parce qu'on a tendance à plutôt accorder plus d'importance au négatif qu'au positif, globalement, dans la population. Et ce biais de négativité, c'est aussi ça qui fait que, d'une part, les réseaux sociaux, du coup, amplifient cette négativité, puisque comme l'algorithme comprend que c'est ça qui nous intéresse, il nous en donne plus. Si vous passez beaucoup de temps sur YouTube, c'est aussi démontré maintenant que YouTube a tendance, quand on reste beaucoup de temps dessus, à nous emmener de plus en plus vers des vidéos violentes, négatives, agressives, radicales. Et c'est notamment quelque chose qui politiquement a posé problème, puisque dans le cas de l'élection Trump-Clinton, on voyait que YouTube était absolument massivement trumpien, en fait, simplement par un biais algorithmique qui avait amplifié notre biais humain. Le biais de répétition, le fait que quand on voit une information un certain nombre de fois, cette information finit par devenir une information qui commence à nous influencer. Donc voilà, il y a plein de biais, j'en ai mis que 3 là, mais le numérique va amplifier ces biais parce que ces algorithmes de recommandation et les réseaux sociaux jouent dessus, et que par ailleurs, le développeur a introduit ses propres biais dans le code, en fait. Et ça, c'est très important. Or, les développeurs, on le sait, sont très très majoritairement des hommes, très majoritairement d'un certain âge et très majoritairement de certains pays, ce qui fait qu'on a un certain nombre de biais sexistes, racistes, oubliant aussi des classes sociales les plus précaires ou les plus populaires, etc. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, il y a 3 niveaux en fait dans une machine qui est illustré sur cette image. Il y a ce que vous partagez, il y a ce que votre comportement montre, et ensuite il y a ce que la machine pense de vous. Et ça, c'est très important parce que ce que vous partagez, c'est quelque chose sur lequel vous avez un relatif contrôle.
enfin, quand je dis un relatif, vous avez un total contrôle, mais vous avez aussi un contrôle relatif sur la manière dont vous voulez être perçu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous pensez, mais que vous ne partagez pas. Par exemple, si on est sur un réseau social, vous allez partager votre sexe, votre âge, votre métier, etc. Peut-être que vous allez vous créer un avatar et que vous allez partager quelque chose de faux. Mais en tout cas, vous avez la maîtrise sur ce que vous partagez et sur ce que vous racontez de vous. Et vous allez peut-être partager que vous aimez la musique classique et les films d'auteur et le théâtre, par exemple. Alors que ensuite, ce que votre comportement montre, c'est là qu'interviennent les traces dont je parlais précédemment, et c'est ce que vous faites vraiment sur la plateforme. Est-ce que vous allez aller sur des groupes Facebook qui sont plutôt sexistes, alors que, par exemple, vous disiez dans votre profil que vous étiez un pro-féministe? Est-ce que vous allez écouter que de la musique en étant connecté à Facebook, qui est de la musique hip-hop, ce qui contredit totalement, par exemple, que vous avez dit que vous aimiez la musique classique? En fait, ce que votre comportement montre à la machine, c'est c'est toutes ces traces que vous laissez qui permet à la machine et que la machine stocke pour ensuite arriver à la troisième étape, qui est qu'est-ce que la machine pense de vous, en fait, par rapport à d'abord ce que vous avez partagé, mais en fait surtout ce que votre comportement réel a été, donc ce que vous avez fait. Et donc c'est là que les biais en fait s'amplifient. C'est au moment où votre comportement qui est biaisé est enregistré par la machine, et ensuite la machine se met à avoir une pensée de vous et veut vous contenter, en fait, hein. Même si certains algorithmes essayent d'être un peu plus intelligents que ça, c'est quand même ça qui fait que quand vous êtes fan de certains styles, votre profil Netflix va être quand même beaucoup plus consensuel et beaucoup plus proche de vos goûts, parce que la machine a stocké un certain nombre de traces, enfin énormément de traces sur vous, et se met à faire des calculs statistiques pour se dire qu'est-ce que vous pourriez aimer ensuite. Comment elle fait ça? Elle fait ça par rapport à des méthodes de calcul par rapport à vous, mais surtout aussi en vous comparant vous par rapport à tous les autres utilisateurs qu'elle a, pour faire des choix avec le plus de chances de réussite possible. Voilà pour les biais. Ensuite, on l'a évoqué, il y a la question de la fracture numérique, enfin des fractures numériques, puisqu'il y en a plusieurs, si on doit garder ce terme de fracture, ou plusieurs niveaux d'exclusion numérique, ou différents niveaux de pratique. Le numérique est effectivement à plusieurs vitesses. Alors maintenant, la recherche a pas mal avancé, hein, quand même sur ce sujet, pour montrer qu'en fait, les technologies numériques ont plutôt amplifié ou sont venues se rajouter à des inégalités sociales qui étaient déjà quand même assez bien connues, et qui reviennent autour aussi des notions de capital, du concept de Bourdieu sur le capital social, culturel, économique, etc. Il y a plusieurs quand même niveaux sur ces vitesses. Non, je vérifiais que j'avais mis une slide, mais quelques exemples. Ce n'est pas la même chose en termes d'outils numériques d'avoir un ordinateur ou d'avoir un smartphone. Le smartphone, c'est un outil, et même la tablette, hein, dans une certaine mesure, ce sont des outils plutôt de consommation. À part quand une tablette a vraiment un clavier et un système d'exploitation qui permet de faire des choses, de travailler, on a des supports, l'iPhone et la tablette, qui sont plutôt des outils de consommation. Parce que, bon, moi, par exemple, quand on est sur les réseaux sociaux, on est sur une forme de consommation, on consomme du lien, mais on est peu dans de la production ou dans de l'émancipation au sens où on l'entend, alors que l'ordinateur est un outil plus pensé pour la production, à la base en tout cas, que sur la consommation. Et ça, sociologiquement, c'est très criant de voir en fait, dans les couches de la population, qui a vraiment un accès à un ordinateur fonctionnel, qui l'utilise vraiment tous les jours et pourquoi. Pareil, hein, avoir une imprimante, c'est très marqué. Enfin, toutes ces choses-là, avoir un Internet à la maison versus juste la 4G ou la 5G sur son smartphone, tout ça, ce sont des numériques à plusieurs vitesses qui dépendent souvent de catégories socio-professionnelles. Il n'y a pas il y a pas vraiment pour le coup, de systématique d'âge, si ce n'est que les réseaux sociaux sont assez utilisés âge par âge. Mais à part ça, on sait que, par exemple, au sein des jeunes, il y a une hétérogénéité
énorme. Bourdieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». Bon, là, c'est vraiment le cas dans le cadre du numérique, entre des jeunes qui ont un capital culturel plus important et qui font qu'ils ont une consommation culturelle très variée, qui vont s'informer de manière variée sur leur smartphone ou sur leurs outils numériques en général. Des jeunes qui ont dans la famille des gens qui travaillent dans le milieu, qui peuvent leur expliquer aussi les enjeux qu'il y a derrière, puisque globalement, les jeunes sont certes des usagers du numérique, mais au sens où ils utilisent les outils qu'on leur a mis à leur disposition, hein, avec peu de production et peu de pratiques complexes et de compréhension en fait, hein, des ressorts des outils qu'ils utilisent. Donc on voit bien tout l'enjeu éducatif qu'il y a. Voilà, donc globalement, il y a un numérique à plusieurs vitesses, entre un numérique aussi gratuit basé sur la publicité et un numérique payant. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus en ce moment. Le web, au départ, c'était quand même quelque chose de très très gratuit. Aujourd'hui, on voit qu'on peut très facilement monter à un certain nombre d'abonnements qui peuvent coûter des dizaines d'euros par mois, hein. Si vous êtes abonné à quelques journaux numériques, plus Netflix, plus MyCanal, plus machin, on peut aller assez haut, et on voit bien là qu'il y a une question d'argent. Et que, en gros, quand on est pauvre et qu'on ne paye pas ça, à la place, on a de la publicité et une information ou des contenus de différentes qualités, quoi. Donc, il y a aussi une inégalité et une ségrégation qui a toujours été là, hein, mais qui s'opère et qui parfois même s'aggrave. Et puis, donc, le numérique, c'est un peu, il y a parfois la métaphore de la rue, hein. Le numérique, c'est vraiment un espace où les gens se croisent mais ne se mélangent pas. On pensait que le numérique permettrait à chacun de dépasser sa condition, puisque derrière l'écran, tout le monde pouvait être n'importe qui, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Ça, c'était l'utopie des premiers, des pionniers, qui étaient, je le rappelle, des blancs surdiplômés, très largement américains, qui étaient des hommes qui étaient un peu entre eux. Donc bon, ils avaient peut-être des utopies, mais ils n'avaient pas peut-être pas le background sociologique pour comprendre que en fait, c'est pas parce que le contenu est là que les gens vont y aller. C'est une question de motivation, etc. Et donc, on voit que à tous ces niveaux, le numérique est à plusieurs vitesses, et que la mission éducative est d'essayer de travailler à une meilleure égalité par rapport à ces outils. J'ai vu qu'il y avait justement, que dirait Bourdieu de la fracture au moment du premier confinement? Eh ben, alors, par rapport au premier confinement, tout à fait. Ce qu'on a vu, c'est que en fait, les gens, globalement, notre on a pris le problème par une question technique. On s'est dit ah là là, on est passé sur l'école à distance, sauf que les gens n'ont pas tous d'ordinateur chez eux, donc on va leur donner des ordinateurs. Ah, ils n'ont pas forcément Internet chez eux. Bon, bah, c'est bien qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, je fais un glissement, mais on voit que la 4G, la 5G est venue aussi, parce qu'on se disait que la 4G était arrivée à saturation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la 4G est à saturation à 22 heures, en fait. Ce qui montre que c'est pas du tout dans les transports en commun, c'est pas du tout en déplacement, c'est plutôt chez soi. Donc on voit bien qu'il y a très certainement beaucoup de gens qui n'ont pas d'accès à Internet par la fibre ou par la DSL. Et donc du coup, on s'est dit, les gens n'ont pas tous des ordinateurs pour suivre l'école à la maison, donc on va leur donner des ordinateurs et des clés 3G, des clés 4G, peut-être des accès à Internet et tout. En oubliant que les gens, donc, et notamment des classes populaires, avaient surtout des logements exigus, étaient parfois avec 4 enfants par chambre, et donc et étaient relativement équipés numériquement, hein, si on parle d'équipement, mais effectivement avec un ordinateur pour tout le foyer, ou parfois une tablette pour tout le foyer, ce qui, comme je le disais, ne permet pas les mêmes usages qu'un ordinateur, mais surtout n'avait pas la connaissance, la compréhension linguistique ou scolaire, d'aller sur un espace numérique de travail, de se connecter avec des identifiants, d'avoir accès à une interface quand même plutôt austère. Et donc, en fait, le problème, il n'était pas numérique, il était social. Il était social, linguistique, culturel, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à la question, mais voilà, je pense que, Oui, tout c'est... à fait. Même nous Voilà. qui, en tant que parents, qui avons plus ou moins l'habitude d'utiliser des outils numériques, on s'est retrouvés certaines fois vraiment démunis.
voilà, pensons aussi effectivement aux familles, comme vous le disiez, hein, qui sont éloignées socialement, culturellement. Et d'ailleurs, c'est le débat qu'il y a tout le temps dans l'éducation nationale, hein. Dans l'éducation nationale, qui est donc le milieu que je connais le mieux, il y a des tensions et des gens qui pensent que le numérique va révolutionner l'école, permettre à chacun d'accéder au savoir, égaliser, permettre aux personnes les plus en difficulté de réduire l'écart en ayant quelque chose de totalement personnalisé. Et en fait, les études montrent les unes après les autres que ça marche pas du tout comme ça, que les MOOC, par exemple, les Massive Open Online Courses, donc les cours en ligne massifs et ouverts, gratuits, qui était censé être la révolution attendue de l'éducation, de ringardiser les écoles et presque de les fermer puisque tout le monde apprendra à être chez soi avec les meilleurs profs du monde, etc. Ça a été un fiasco parce que, en fait, c'est pas parce que le savoir est là que les gens ont tous la capacité à se motiver, s'auto-motiver, s'auto-réguler, se mettre en place un parcours d'apprentissage et que ce soit le jeune lui-même ou le parent qui l'accompagne, tout le monde n'a pas cette stratégie, cette capacité à mettre en place une stratégie éducative, en fait. Et donc les MOOC ont fait un fiasco, ont été un échec total par rapport au montant investi. Et on a vu qu'en fait, les MOOC ça a fonctionné, mais que pour des gens déjà diplômés, en fait. Et donc, du coup, la croyance que ça allait donc apporter le savoir aux gens qui en ont le plus besoin, hein, les gens en Afrique, les gens en Amérique latine, les gens qui n'avaient pas pu faire des études et qui allaient peut-être se reconvertir, c'était une utopie. Alors, ensuite, le numérique bouleverse l'industrie médiatique. Ça, c'est un très fort enjeu. C'est en lien avec l'éducation aux médias, c'est en lien avec les questions sur l'information en général. Les médias ont perdu le monopole de l'information. Le numérique a contribué à l'émergence de cette information en continu. Il y a eu au niveau des médias une concurrence forte sur le marché publicitaire, hein. Ce qui est intéressant, c'est que les études aussi qui ont permis de relativiser un peu ce qu'on pensait à la base, ont montré que c'est pas tant sur l'offre de contenu que la presse s'était vraiment faite fragilisée, c'était surtout sur le marché publicitaire, en fait. C'était que les publicitaires qui avaient l'habitude d'avoir un budget presse ont peu à peu détourné leur budget pub vers le numérique qui leur semblait être à la fois plus sexy et puis plus personnalisé, mieux ciblé, etc. Et en fait, aujourd'hui, le marché publicitaire, effectivement, se déporte de plus en plus sur le numérique. Et pour info, à 60% encore aujourd'hui entre simplement Facebook et Google, qui sont donc deux immenses régies publicitaires dans le monde numérique. Et après, autre chose qui a bouleversé les médias, c'est cette question d'infomédiation. Là encore, et ça aussi c'est très sociologiquement, c'est très sociologique, il y a beaucoup de gens qui ne consomment de l'information et des médias que par des plateformes, par le truchement, l'intermédiation de plateformes. C'est souvent Google ou les réseaux sociaux. Et donc là, c'est vraiment la plateforme, le réseau social qui crée l'accès à l'information. Et on voit bien la dépendance des médias vis-à-vis de ces plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un média, tous nos médias sont dépendants de Google, sont dépendants des réseaux sociaux, et ça amène à plein de difficultés. On l'a vu sur la question du financement, puisque en fait, les médias ont une dépendance aux plateformes qui sont pourtant celles qui leur piquent leur budget publicitaire, en fait. Et par ailleurs, c'est toujours important de rappeler, et c'est tout le débat en tout cas qui oppose les plateformes comme Google, Facebook et compagnie et les médias, c'est qu'il faut se rappeler qu'à la base, une plateforme comme Facebook ne produit aucun contenu. On parlait tout à l'heure du travail du clic, ce travail qu'on fait gratuitement pour d'autres plateformes. En fait, d'une certaine manière, Facebook ne produit rien. Ils ne produisent qu'une plateforme nous permettant d'échanger dessus, mais c'est nous qui créons le contenu. C'est nous qui créons l'intérêt, en fait, d'une certaine manière, de cette plateforme. Et donc, les médias estiment qu'ils font partie de la valeur ajoutée de cette plateforme, que s'il n'y avait aucun partage de médias et de ce contenu des médias, ce serait problématique pour les plateformes. Les médias aussi rappellent, et ça c'est un vrai problème, encore une fois, et un truc d'éducation aux médias, c'est que en fait, la plupart des gens se contentent de lire le titre.
ou éventuellement le début du chapeau. Et ça, les réseaux sociaux, si vous êtes dessus, vous le verrez facilement, ou vous le reverrez, ils aspirent en fait le début de l'article. Et donc, quand vous partagez un lien vers un journal en ligne sur votre réseau social, vous voyez que le titre est pris, l'image à la une est prise, et parfois un petit début d'intro. Et là, en fait, je me souviens plus des stats, mais je crois que c'est 80% des gens retweetent sur Twitter, retweetent ce genre de contenu sans l'avoir lu, ce qui fait qu'ils ne sont pas allés sur le site du média. Donc déjà, ça veut dire que le média, qui lui aussi dépend un petit peu de la pub, il n'a rien obtenu de la plateforme qui pourtant, elle, a obtenu, puisque quand vous passez du temps sur Twitter, là, d'une certaine manière, vous alimentez quand même leur truc. Et en plus, d'un point de vue, comment dire, éducation aux médias, démocratie, le fait de faire circuler des fausses informations, ou en tout cas des infos un peu radicales, etc., que 80% des gens qui retweetent, sachant que le retweet, c'est un des trucs techniquement les plus néfastes d'un point de vue viralisation de l'information. C'est un seul bouton, on peut en faire autant qu'on veut dans la journée, ça prend 2 secondes, et pourtant, en fait, ça viralise comme jamais un contenu. Bon, c'est vrai que ça, c'est problématique, et ça appelle à une vraie éducation aux médias. Est-ce que alors oui, tout à fait, comme dit Franck, les médias en fait, de toute façon, les médias se sont, comment dire, ont organisé cette dépendance, sont co-responsables de cette dépendance. Moi, par exemple, donc je suis pas non plus, je suis pas du tout un expert des médias, mais j'avais lu quand j'ai préparé mes cours sur un peu sur cette industrie médiatique, qu'en fait, à la base, les médias reposaient sur l'abonnement des gens. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a un basculement progressif de certains médias qui se remettent totalement à l'abonnement, à commencer par le pure player. Le pure player, ça veut dire qu'ils sont que sur Internet. Mediapart qui s'est lancé directement en mode moi, rien n'est gratuit, rien. Il faut s'abonner, quoi. Et en fait, eux s'en sortent très très bien financièrement. Et on voit que la plupart des médias s'y mettent de plus en plus à retourner à l'abonnement. Mais historiquement, les médias vendaient le journal en fait. Ils vendaient le journal, il n'y avait peut-être pas autant d'abonnements, mais ils vendaient le journal, je sais pas, disons, même si ce n'était pas des euros, mais disons qu'ils le vendaient 5 euros. Et en fait, à un moment, ils se sont rendus compte que la publicité, ça pouvait leur ramener beaucoup plus d'argent. Mais que pour qu'ils vendent beaucoup de publicité à des annonceurs, il fallait qu'ils aient de l'audience. Et donc, en fait, ils ont sacrifié leur prix de vente pour avoir l'audience. Ils sont passés de, je dis n'importe quoi, mais peut-être de 5 euros à 1 euro. Comme ça, tout le monde achetait le journal et ils pouvaient vendre super cher l'emplacement publicitaire. Donc, en fait, bien sûr que les médias sont co-responsables dans cette relation qu'ils ont aux plateformes comme Facebook, Google. Il n'empêche que c'est quand même ces plateformes qui leur amènent de l'audience. Donc, on peut discuter des deux côtés. Donc, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Et pour le coup, comme je le disais, c'est hyper visible que les stratégies d'information des jeunes, parce qu'il y a eu une étude qui est sortie sur ça récemment, les stratégies d'information des jeunes, encore une fois, sont hyper sociologiquement placées. Et bon, c'est des classiques. Les jeunes les plus diplômés ont une information plus variée. Ils vont plus directement aussi sur le média. Ils sont abonnés souvent à quelques médias, contrairement à des jeunes de milieux plus précaires ou plus populaires qui, eux, ont peu de stratégies d'information et qui sont plus dans la réaction à ce que leur flux d'actualité leur amène, et avec la volonté de ne pas rester en dehors des buzz, mais pas du tout d'une stratégie d'information construite. Sur l'industrie culturelle, donc pareil, il y a eu un bouleversement assez profond des dynamiques culturelles. Beaucoup de changements dans la consommation, j'en ai cité quelques-unes, le passage progressif à la vidéo à la demande, qui là pour le coup est très générationnel, c'est-à-dire que les jeunes consomment quasiment plus que du contenu sur demande, notamment sur YouTube. Le fait de regarder du live, ça s'est marginalisé chez les jeunes, même si c'est encore pour les personnes les plus âgées leur moyen d'accès premier à la culture. On est passé de la question de la propriété à la location. C'est le cas dans la musique. Avant, on achetait des CD, après, on a acheté un petit peu de la musique en ligne ou alors on l'a piraté. Et maintenant, on est passé à la location. C'est vrai pour plein d'industries culturelles.
on est passé du push au pull, hein, c'est-à-dire que là aussi, on va en fait, on va écouter une playlist et donc se laisser aller au gré de ce qui nous est proposé versus le fait de choisir nous-mêmes de mettre un CD dans un lecteur CD. Donc il y a vraiment eu des changements de consommation. Ce qui amène quelques enjeux que pour le coup que vous devez bien connaître, c'est à nouveau cette infomédiation algorithmique. Le fait que l'accès à l'offre culturelle se fait aujourd'hui de plus en plus via des algos et une économie de l'attention, qui n'a pas totalement à cœur notre ouverture culturelle, notre pluralisme d'information, notre curiosité, etc., hein, ce qui était pour le coup beaucoup plus le travail des disquaires, des libraires, des bibliothécaires, de tous ces intermédiaires de la culture humains qui n'avaient pas voilà, à la fois toutes ces données, tout cet enjeu privé hein, de gagner de l'argent, etc. Et donc, on peut craindre une offre culturelle qui serait dictée par les chiffres et notre prédictabilité, tout en ayant en fait des moyens totalement disproportionnés entre d'un côté les budgets de Netflix et d'Amazon qui sont à 8 milliards et de l'autre côté France Télévisions qui totalise 420 millions. Bon, après, c'est pas tout à fait comparable, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Il y a la question des règles économiques aussi. Donc, dans le champ économique, comme je disais, le numérique a bouleversé d'une part l'économie classique. On a parlé de disruption, donc le fait de s'introduire dans un marché et d'en changer les règles. Ça a été très symbolisé par l'ubérisation. Donc le fait de prendre un secteur, par exemple celui des taxis, et de créer en fait un nouveau modèle où une plateforme comme Uber devient l'intermédiaire entre d'un côté des gens qui sont prêts à conduire une voiture et d'autres qui veulent prendre une voiture. Dans le monde de l'hôtellerie, Airbnb, qui pareil, crée une plateforme qui ne possède aucun hôtel, aucun appartement, aucune maison, de la même manière qu'Uber ne possède aucun taxi, et met en relation des gens qui veulent louer une maison et d'autres qui veulent, enfin qui ont certains qui ont une maison et d'autres qui veulent en louer une. Et effectivement, le numérique, bon, vous voyez, le numérique, ça ne veut rien dire, mais bon, le monde numérique a été à l'initiative, les technologies numériques, on devrait dire là en l'occurrence, les technologies numériques ont créé plusieurs économies nouvelles, radicalement différentes, avec d'un côté, effectivement, j'en ai cité 3, donc là pareil, c'est totalement subjectif, mais je trouvais que c'était intéressant de les diviser comme ça. La tendance un peu start-up, GAFAM, mais start-up globalement, qui est de partir sur une logique qu'on appelle l'hypercroissance et donc le fait d'avoir une tendance monopolistique. Ils bénéficient pour ça de pas mal de règles, de principes de l'économie et de spécificités de l'économie numérique. Je vais vous en citer 2. C'est les effets de réseau. Plus un réseau est grand, plus il a d'utilité pour ses utilisateurs. Donc, plus un réseau a d'utilisateurs, plus il devient utile pour les utilisateurs. C'est très simple, ça marche pour tous les réseaux. Le réseau téléphonique, imaginez quand on était dans les années 70 en France et que le réseau téléphonique était très peu développé, vous aviez France Télécom qui vous appelait, qui vous disait bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que ça vous intéresse d'être raccordé au téléphone? Ça coûte seulement 500 euros. Pareil, bon, c'était des francs, mais ça coûte 500 euros et vous disiez ah 500 euros c'est quand même un peu cher. Il y a combien de gens sur ce réseau? Ah bah il y a que vous. Ou alors vous êtes 10. Donc pas très intéressant. Par contre, quand il vous appelait 10 ans plus tard pour vous dire bonjour, alors là vous êtes 30 millions. Là c'était vraiment très intéressant. Bon bah c'est pareil en fait sur Facebook, WhatsApp, Signal, tous ces réseaux sociaux ou ces messageries sont d'autant plus fortes qu'elles ont d'utilisateurs. Et en fait, c'est pour ça que c'est dur d'en sortir aussi. Les effets de réseau créent un effet d'enfermement parce que en fait, on a peur on n'ose pas quitter Facebook de peur de perdre tous ses amis. Si on était capable de dire à ses amis, coucou, venez, on va tous sur un outil beaucoup plus respectueux de nos données et tout, bah, ça serait très bien, mais sauf que ça marche malheureusement pas comme ça. Alors pour info, on va suivre ça parce que ça peut être transformateur, mais en ce moment, il se passe 2 lois très importantes au niveau de l'Union européenne, c'est le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui ont justement, en gros, qui ont pour but de calmer un petit peu les GAFAM, et en gros les 15 géants du numérique, donc les GAFAM plus 10 autres, et notamment ce Digital Market Act
prévoit d'imposer en fait aux grandes plateformes d'être interopérables. Je regarde aussi les questions, mais d'être interopérable. Donc ça veut dire que normalement, dans 1 ou 2 ans, quand le truc sera voté, etc., et que je crois qu'il laisse 6 mois aux plateformes pour s'organiser, dans 1 ou 2 ans, ça veut dire que WhatsApp devra permettre de discuter avec Signal, Telegram, Facebook Messenger, etc. Ce qui fait qu'on ne sera pas obligé d'être sur WhatsApp pour parler aux gens qui sont sur WhatsApp. Donc pour moi, qui par exemple est totalement quitté WhatsApp, et qui suis passé sur Signal, qui est une alternative libre et portée par une fondation, ça me ravit parce que j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas voulu quitter WhatsApp. Donc les effets de réseau, très très important. Plus le réseau est important, plus le réseau plus le réseau est utile pour ses utilisateurs et ramène de l'argent à la plateforme. Et le deuxième effet, c'est les effets de rendement croissant. C'est en gros, en général, dans l'économie classique, au début, on a des effets d'échelle, et après, on commence à avoir ce qu'on appelle des effets de rendement décroissant. C'est-à-dire que plus la structure devient grosse, plus elle commence à perdre en efficacité. C'est vrai aussi dans l'agriculture. Au début, on a des effets d'échelle, et après, à un moment, on a des effets de rendement décroissant parce qu'en fait, on surutilise une terre, et donc on finit par l'appauvrir et on finit par baisser nos rendements, en fait. Alors que dans l'économie numérique, c'est l'inverse, c'est exponentiel. Google est d'autant plus fort, d'autant plus intelligent, d'autant plus utile qu'il a d'utilisateurs. Et en fait, il n'a aucune limite au nombre d'utilisateurs qui peut servir sans baisser le niveau de qualité, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit qu'il rajoute des serveurs. Je simplifie atrocement, mais il rajoute des serveurs pour avoir plus de puissance et en gros, ça suffit. Et tout ce qu'on fait sur Google, comme je le disais par exemple sur le fait d'améliorer le moteur de recherche quand on fait des recherches, quand on est sur Google Maps et qu'on note sur Google Maps les restaurants, en fait, tout ce qu'on fait améliore Google, améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est les effets de rendement croissant et c'est ça qui fait, ce sont les effets de réseau et les effets de rendement croissant sont deux des principes qui font que les startups et les géants comme ça ont cette tendance monopolistique. Ensuite, il y a un autre monde, c'est l'économie collaborative ou économie du partage. Alors lui, il se situait un petit peu entre les deux. Il disait qu'à la base, c'était une utopie d'utiliser les technologies numériques pour se partager des choses, pour partager une voiture avec Blablacar, pour partager un appartement avec Airbnb. Donc sortir de la consommation, se prêter des outils. Je crois qu'il y a toujours un site qui s'appelle Zilloc qui permet de se partager des outils parce que comme ça, on n'a pas besoin d'en acheter. Donc il y avait un peu un côté entrepreneuriat social, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que cette économie collaborative, elle aussi, malheureusement, aura un peu sombré dans le capitalisme complet. Airbnb, c'est devenu un outil de spéculation et pas du tout de partage d'appartements. Ça a fait monter les loyers. Enfin bref, le Blablacar, effet de rebond important puisque en fait, les gens n'ont pas arrêté d'utiliser leur voiture. Ils sont partis plus loin et plus souvent. Donc on voit que c'est compliqué. Il y a de tout là-dedans. Il y a des vraies entreprises qui font des choses collaboratives et qui sont restées dans le principe initial, et il y en a quand même d'autres qui se sont malheureusement un peu perdus. Et enfin, cette troisième économie, logiciel libre et les communs numériques. Et donc, pour finir, avec tous ces enjeux, et le dernier qui est que le numérique est politique, hein, ce que je disais en intro, le numérique, effectivement, mérite une éducation et même, je dirais, une émancipation. Il faut dissiper la série de malentendus. Je vais commencer à aller un peu vite parce que je vois que l'heure passe. J'aimerais quand même qu'on se laisse 15 minutes. Donc, il n'y a pas de digital natif, il n'y a pas de digital naïf. Il y a juste une classe d'âge qui peut pas arriver et tout comprendre comme si voilà, c'est une éducation, c'est un processus d'acquisition de connaissances et de savoir et de pratique. Le numérique et le web ne vont pas rendre la connaissance, la culture beaucoup plus accessible puisque le capital culturel, le capital social, le capital économique jouent dans la sphère numérique. Et enfin, un bon design permet de faire l'impasse sur l'éducation numérique. Faux, c'est le contraire. C'est parce que Netflix, Facebook, etc. sont très bien designés qu'il faut qu'on éduque à ces designs pour comprendre quelle est leur intention, pourquoi c'est designé comme ça, etc. Il y a des véritables mythes. Les jeunes ne sauraient plus écrire, les écrans le rendraient bête et autiste, les jeunes ne socialiseraient plus. En gros, c'était mieux avant. Donc ça, il faut se rassurer sur le fait que c'est faux. Les jeunes n'ont jamais autant produit et écrit. C'est juste qu'avant, ils ne produisaient pas, puisqu'il n'y avait pas de support. Donc il faut raison garder par rapport aux
aux mythes. Après, il y a des vrais enjeux, c'est vrai, hein. Des mythes aussi qui étaient plus technophiles, hein. Les équipements numériques permettraient de mieux apprendre, faciliteraient la motivation, l'autonomie et l'égalité des élèves et des jeunes en général, permettraient de massifier, de personnaliser l'apprentissage, permettraient de massifier l'accès à la culture, etc. On pourrait apprendre à distance, l'IA révolutionnerait l'enseignement, etc. Il y a des réalités sociales. Les parents ne sont pas égaux dans leur capacité à réaliser cette transmission. Il y a une fracture numérique qu'il faut analyser plutôt comme un ensemble de fractures sociales et scolaires. Et on a des jeunes qui vivent aussi dans leur époque, qui est hyper connectée, stressée, angoissante, et qui sont donc du coup eux-mêmes des miroirs de cette époque. Des réalités sociales, donc vous voyez dans les usages, hein, en fonction de leur genre. Là, par exemple, les pratiques genrées sont très marquées, hein, entre filles et garçons. C'est notamment vrai pour les jeux vidéo. Vous voyez que le jeu vidéo, c'est 68% des garçons, seulement 11% des filles. Enfin, il y a vraiment des usages, quand on va dans la finesse, qui sont très genrés. Donc le genre joue beaucoup aussi, hein, le genre, comme je disais, hein, niveau de diplôme, genre, catégorie socio-professionnelle des parents, etc. Là, vous voyez à droite l'abonnement disponible en fonction alors SSE, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, j'imagine que c'est la classe sociale. Supérieur, moyen, inférieur, on voit que les abonnements disponibles ne sont pas du tout les mêmes, hein. Vous voyez, abonnement à des livres numériques, 4% quand on est dans le inférieur et 24 pour le supérieur. Abonnement à un magazine, 54 versus 30. Abonnement à un quotidien, 75 versus 30. Voilà. Des enjeux importants, hein. Former des citoyens qui peuvent interroger, critiquer, transformer l'écosystème, répondre à une filière qui a besoin aussi de gens et qui a besoin de femmes, hein, qui a besoin de diversité, lutter contre les immenses inégalités. Voilà, donc il y a un rôle des éducateurs, je vais un peu passer sur ça. Il y a un certain nombre de compétences nouvelles qui sont liées à cette culture, hein, numérique, et notamment à commencer par le fait d'apprendre à publier, hein. C'est ça la culture numérique, c'est le fait de publier, de commenter, de créer, de partager en ligne, de contribuer en fait à ce patrimoine commun et de pas simplement le consommer. Apprendre à coopérer, collaborer grâce aux outils numériques qui, pour le coup, nous ont permis de changer totalement de dimension à cet égard. D'apprendre à douter et mobiliser son esprit critique, d'apprendre à apprendre et d'apprendre à organiser sa stratégie d'apprentissage. Et donc, pour conclure, il y a une citation, alors il me semble qu'elle est apocryphe, de Benjamin Bayard, enfin, apparemment il ne l'a pas vraiment dit comme ça, c'est que l'imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d'écrire. Et on voit bien derrière ça que face à un bouleversement aussi récent, il est évident qu'aujourd'hui c'est entre guillemets le bordel. Et c'est normal, c'est le temps que l'éducation suive l'outil, que les outils soient correctement régulés, que les outils soient peut-être un petit peu mieux designés avec des modèles économiques peut-être un petit peu moins toxiques comme celui de la pub. Voilà, donc il y a besoin de se saisir de cet instrument de puissance. Les acteurs de l'éducation dont vous faites partie, pour moi, ont un rôle éminent à jouer. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, on a, si vous avez des questions ou des remarques, encore un petit temps d'échange avant la conclusion opérée. Je vais arrêter le partage. Alors, est-ce que vous avez des réactions, des remarques, des critiques, des questions, des partages aussi? Vous avez partagé plein de trucs. Jean-Sébastien, vous voulez nous dire pourquoi vous pensez que Google soit un fonctionnement d'institution mondial idéal? Sinon, comment on fait pour rester in? C'est une bonne question, ça. Bah, je pense qu'il faut. En fait, je pense que. Alors, c'est ce que dira Vanessa Lalo, pour le coup, qui elle est spécialisée sur le sujet, hein, mais spécifiquement des usages des jeunes. Il y en a quelques-uns comme ça, mais en fait, ce que disent ces experts, c'est que il faut s'intéresser aux usages des jeunes, en fait. Il faut s'intéresser à leurs usages. Il faut il faut pas partir dès le départ par le fait de les juger. C'est trop souvent le cas aujourd'hui.
c'est ce que je disais sur les mythes, hein, le fait que les jeunes seraient bêtes, que quand ils sont sur TikTok, c'est pour faire des trucs abétissants, etc. Je pense qu'il faut se garder de ça, parce que franchement, les adultes font pas mieux. Donc en fait, il faut voir peut-être le truc pas comme un truc générationnel, mais plutôt que de se dire de manière lucide que bon, il y a des outils qu'on utilise, peut-être que faudrait qu'on les utilise un peu différemment, un peu moins, etc. Mais pas par rapport à une classe d'âge. Et par contre, donc pour rester je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à travailler sur l'intergénérationnel et que ce soit entre un parent et ses enfants, de se faire expliquer en fait ce que l'enfant ou l'ado ou le jeune fait, pourquoi il le fait, pourquoi il aime ça. Ça peut être aussi des partages d'expériences qui se font dans des lieux comme des médiathèques, hein, de faire des trucs de partage, qui fait quoi en fait, sur quel réseau, pourquoi, enfin voilà, et d'avoir différents âges. Ça, je pense que c'est le meilleur moyen de rester sans soi-même s'imposer de tester tous les nouveaux réseaux sociaux, ce qui quand même est compliqué, quoi. Enfin, moi perso, je suis déjà largué en fait, hein, de ces nouveaux réseaux qui moi m'intéressent pas trop. Donc plutôt que de me forcer à être dessus, par contre j'écoute volontiers. J'avais par exemple récemment une stagiaire de 20 ans qui m'expliquait pourquoi pour elle TikTok c'était un super outil d'information. J'avoue que moi j'avais plutôt le côté ouais, ça a l'air quand même un peu débile ce truc. Et donc je me suis enfin elle m'a montré les chaînes qu'elle suivait comme Hugo Décrypte, qui est à la base un YouTuber qui fait de la vulgarisation de l'information. Et voilà, c'est intéressant. Enfin, après, bon, ça n'empêche pas que j'ai des réserves sur ce réseau, mais au moins j'ai mieux compris, quoi. Et du coup, je crois qu'il y avait Jean-Sébastien qui a levé la main, donc allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui. Du coup, je levais la main pour préciser ce que j'avais voulu écrire. Vous parliez surtout en fait du fait qu'à chaque fois qu'on intervient d'une façon ou d'une autre sur Google, on améliore son fonctionnement. Le numérique, les algorithmes, enfin tout ça permet en fait, quand ils sont bien utilisés et mis en place, permettent en fait cette réactivité et cette plasticité. Et du coup, je regrettais que ça soit accaparé dans un but commercial ou hégémonique et pas dans un fonctionnement général en fait. Et qu'on remarque que les institutions, que ce soit la CNIL en France ou maintenant les institutions européennes, on a l'impression qu'elles interviennent un petit peu en retard, voire à rebours, et que parfois, en fait, elles vont. Enfin, moi, c'est l'impression que me donne la CNIL, et apparemment, elle la donne aussi à la Quadrature du Net depuis 5 ans, c'est qu'elle lâche un peu l'affaire, en fait. Mm. Oui, 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 oui. De toute façon, le droit, là, le DSA et le DMA, c'est assez costaud. Après, on va voir comment ils vont aller au bout. Mais c'est vrai que en fait, les choses vont très vite. Je rappelle l'idéologie de ces acteurs, c'est des libertariens qui ont tendance à, à- à glisser autour des règles, hein. Ils le font exprès. Ils ont maintenant les moyens financiers de faire du lobbyisme auprès des régulateurs. Ils ont des avocats qui sont très bons. Ils ont aussi une capacité à payer des amendes. Enfin, ça fait très longtemps que Google se prend beaucoup d'amendes, hein, et Microsoft aussi, pour des pratiques anticoncurrentielles, par exemple. Donc, c'est clair que ce sont des acteurs, enfin, on parle bien d'acteurs qui ont plus d'argent, hein. Je parle d'argent sur leur compte en banque, hein, pas de capitalisation, qui ont plus d'argent que beaucoup d'États. Donc, la chose n'est pas simple, mais clairement, ça fait partie des sujets, même, enfin, un moment de se poser la question philosophiquement de quel est le meilleur quelle est la bonne façon de gérer le cas Google? Est-ce que c'est de le démanteler? Est-ce que c'est de le nationaliser? Est-ce que c'est de le réguler beaucoup plus fort? Ça, c'est une question. Alors moi, par exemple, pour moi personnellement, je suis tenant, un peu comme les gens de Framasoft, en tout cas toute cette mouvance du logiciel libre, je suis plutôt partisan d'une décentralisation, d'une redécentralisation d'Internet. Parce que Internet, je l'avais dit au début, c'était conçu comme étant un système décentralisé qui donne de la puissance à ses extrémités versus un système centralisé qui est puissant au centre et bête aux extrémités, hein. Quand on avait un téléphone, on pouvait rien faire avec son téléphone si ce n'est de toucher le central, quoi. Et, euh,
Et en fait, le web et Internet se sont recentralisés autour de quelques gros acteurs comme Google. Et c'est pas bon, en fait. C'est pas bon pour nous parce que Google a trop de pouvoir, a trop de capacité à nous surveiller, a trop de capacité à nous manipuler, et que si Google cessait de disparaître, sait-on jamais, ce serait une catastrophe parce que tout le monde en est dépendant. Enfin, on n'est pas résilient en fait avec ce genre de système aussi centralisé, aussi gros. On a plutôt intérêt d'avoir plein de petits acteurs. Voilà, moi je pense ça. C'est pareil pour Facebook, c'est peut-être encore plus vrai pour Facebook puisque Il oui, faut pardon. quand même dire que ça nous rend bien service, Google. On va quand même pas non plus tout diaboliser au niveau de Google. Sinon, il y a longtemps qu'on s'en servirait plus. Je pense, voilà, nous, on a une vigilance particulière à avoir parce qu'on est des experts de l'information et qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à avoir une bonne info. Être conscient, ne pas se limiter à effectivement utiliser qu'un seul moteur de recherche, qu'un seul outil, qu'une seule source. C'est tout le travail quand on est historien, journaliste ou bibliothécaire, c'est de multiplier les sources d'infos pour les vérifier. Mais si Google fonctionne aussi, c'est parce qu'il est quand même efficient dans une certaine mesure. Donc voilà, on n'arrivera pas non plus à Enfin, c'est marrant, il y a Inki Bilal qui vient de faire une BD là justement d'anticipation sur le bug, sur le fait que on est de plus en plus dépendant, c'est vrai. Mais on est aussi dans une révolution numérique qui est tellement énorme. Je sais pas comment dire, mais voilà, on peut pas non plus se mettre des œillères et être complètement fermé à ce qui se passe devant nous, quoi. Faut être conscient, encore une fois. Bah, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous que le message, c'est pas de dire que Google doit disparaître, mais c'est parce que là, la question, c'était si Google devenait quasiment institutionnalisé comme un État. Mais oui, il existe et il est très efficient, comme on l'a dit. Loin Parce dans le que. débat. Voilà. Pardon? On peut aller loin dans le débat. Enfin, là, à un moment Ouais. donné, voilà, on s'égare un petit peu de. Peut-être. Parce qu'évidemment que là, on dérive aussi. Ça pose plein de problèmes philosophiques et politiques. Mais bon. Bah, pour moi, on dérive pas parce que c'est ça. Pour moi, on est totalement dans la culture numérique, hein. C'est politique, c'est philosophique, c'est tout ça, hein. Sociologique, économique. Ouais, c'est ça. En fait. Hein. Ouais. Et oui, tu as raison, Marie-Françoise. Au pire, on débranche la prise. Nathalie qui a levé la main. Oui, enfin, j'ajouterais que ça ajoute aussi des questions de démocratie. Je crois qu'on parlait d'invisibilité, c'est magique, mais on ne sait pas non plus qui est derrière tout ça et on a du mal aussi. Voilà, enfin, elle est où la gouvernance et si on la conteste, comment on s'y prend? Donc, ça soulève aussi des questions démocratiques. Je pense qu'effectivement, décentraliser le système et donc partager le pouvoir, ça peut être une solution, mais c'est pas si simple que ça non plus dans notre système capitaliste où finalement, y compris les richesses et le pouvoir se concentrent dans les mains d'une minorité de plus en plus réduite. Bah, clairement, la question de la gouvernance et donc de l'aspect démocratique et actuellement non démocratique de ces plateformes, c'est effectivement un des grands enjeux. Facebook, c'est quand même une place, aujourd'hui, c'est devenu une place publique où 3 milliards d'individus discutent sur cette place publique numérique, sur un réseau où personne n'a de prise démocratique sur le fonctionnement. C'est vrai que ça pose question. Il y a un livre de Olivier Herzscheid là-dessus, un petit livre, qui l'explique très bien, hein. Donc ça fait partie des questions. Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison que. Je viens d'écrire le nom de l'auteur normalement dans le chat, vous le voyez pas? Je crois que c'est Par-delà le like. Non, comment il l'a appelé son livre? Si, là. Vous l'avez? Ouais. Oui, il est écrit, ouais. Ok.
Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense il est temps pour moi de rendre le micro. N'hésitez pas, donc comme je le disais, je vais remettre le lien. J'ai fait une petite page suite à dans le cadre de cette présentation, où vous pourrez retrouver les slides que j'ai utilisés, qui sont en Creative Commons, et pas mal de liens pour continuer. Parce que, évidemment, on n'a fait que faire une introduction, et puis qui est forcément très subjective et qui est une manière de rentrer dans le sujet. Donc n'hésitez pas, et puis merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que ça vous a intéressé, et je rends la parole à Aurore. Merci. Merci Louis pour cette conférence très importante. Très riche de parler de ce sujet pendant. On ne t'entend pas bien, Aurore. Ah. Là, ça va mieux? Là, vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Donc, je remercie Louis, je remercie toutes les personnes qui ont participé à la conférence pour ces débats, ces échanges, ces idées très riches et intéressantes. Je remercie également l'équipe de sous-titrage. Et je terminerai en rebondissant sur la thématique de l'éducation et puis en collaboration avec l'Association régionale des cinémas itinérants des Hauts-de-France, la MDN propose des ateliers autour des médias et des fake news dans le cadre de son engagement à l'éducation aux médias, à l'information et à la liberté d'expression. Et je rappelle donc qu'après l'Andrecy, il y aura un atelier proposé à la médiathèque d'Anzin le 21 mai et à la médiathèque du Cateau-Cambrésis le mercredi 8 juin. Voilà, si vous souhaitez d'autres informations concernant cette conférence, les différentes journées que nous proposons autour du numérique et tout ce qui s'y rattache, n'hésitez pas à votre disposition. Un grand merci à tous et à très bientôt.